Et on reprend la lecture. On en était donc au chapitre 19, la protestation légitime. Alors je vais juste baisser un peu le son pour ne pas avoir les oreilles en chou-fleur pendant cette lecture, ainsi que pour vous. Hop. Donc on arrive vers la fin du livre de Flora Tristan, là. Puis après on en parlera un peu, quoi. On ne remédie pas aux maux causés par l'orgueil en leur opposant l'orgueil. Voilà, ça c'est vraiment tout le truc de Flora Tristan, hein. Vraiment le truc de tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ta fin, même si elle est politique, même si elle est juste, quoi. Ne deviens pas pire que le mal que tu affrontes. La colère ne guérit pas la colère. Ça c'est un truc aussi, Flora Tristan, elle amalgamait ça dans quelques chapitres auparavant. Elle amalgamait la colère à la haine, comme les deux valeurs à essayer d'évacuer lorsque tu réfléchis à la lutte, parce qu'elle elle est vraiment dans cette idée de voie un peu sacrée de la lutte, donc sacrée, donc vraiment une réflexion qui tend vers le bien, faire le bien, et ça exclut la logique de la colère. Là où aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu grinçant pour nous, puisque la colère, nous, on a tendance à parfois, voire même souvent, la trouver légitime comme étant le moteur qui te pousse à te lever, à t'indigner face à l'injustice. Comment t'indigner si tu évacues toute logique de colère? Bon, elle, visiblement, elle s'exprime en ces termes, c'est plus remplacer la colère par l'intelligence. Bon, après, encore une fois, c'était il y a 2 siècles. Comment est-ce qu'on l'interprète aujourd'hui? C'est difficile. Et salut, Mini Godzi. J'espère que ça roule. Hugo aussi dit ça contre la peine de mort. On ne guérit pas le sang par le sang, mais par les armes. Par les larmes. Oui, oui, c'est vrai. Finalement, et en même temps, tu cites Hugo Berber-Vénère. Euh, c'est tout à fait à propos, puisque on est dans la même époque. Bon, lui, il écrit ça avec son romantisme, là où Flora Tristan, elle écrit ça avec son rapport à la lutte sacrée. Pas les armes, c'est un art, j'aime bien. Ouais. Salut Clarionne. On ne guérit pas donc la violence, ne désarme pas la violence, et l'usurpation ne rétablira jamais l'équilibre dans la propriété. Alors on rappelle aussi que Flora Tristan n'est pas contre la notion de propriété qui a été établie et assez bien acceptée de manière générale dans son discours. Elle estime juste que il faut savoir doser, qu'il y a des bons propriétaires et des mauvais propriétaires, comme les bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Le bon propriétaire, il a sa maison, il a son entreprise. Euh, bon voilà, le mauvais propriétaire, il abuse de tout ça. Il abuse et en abusant de la notion de propriété, il jouit du fait que les masses les plus pauvres ne soient pas propriétaires pour pouvoir exploiter leur travail sans une juste rétribution, sans quelque chose de suffisamment équilibré. Voulez-vous protester contre les bourreaux? Ne soyez pas des assassins. Voulez-vous protester contre la propriété égoïste? Ne soyez ni des égoïstes, ni des voleurs. Pauvres, si vous voulez que votre protestation contre les mauvais riches soit légitime, travaillez d'abord. Alors ça, c'est ce qu'elle répète tout du long et au sujet de toutes les catégories sociales et groupes de personnes. Elle s'adresse aux pauvres. Tout à l'heure, elle s'adressait aux femmes et encore avant aux hommes. Et c'est cette idée que si vous voulez faire la révolution, si vous voulez entrer en lutte et retourner le rapport de force, alors prenez garde, parce qu'avant de le faire, et elle insiste là-dessus à chaque fois, avant de le faire, soyez sûr que vous-même, vous soyez rentré en lutte contre ce qui est dysfonctionnel chez vous et toxique chez vous. Parce que si vous n'êtes pas complètement au fait de vos propres turpitudes, eh ben, vous avez de grandes chances de devenir à votre tour le pire des tyrans une fois que vous aurez renversé le tyran qui vous oppresse. Ne soyez ni des paresseux, ni des ivrognes, ni de lâches flatteurs, ni des tyrans dans votre famille. Partagez votre nécessaire avec ceux qui sont plus pauvres que vous. Ennoblissez-vous par les vertus domestiques. Sachez que l'homme seul a droit à la fraternité humaine et ne vous assimilez pas à des animaux sans raison. Alors oui, là, c'est ceux qui débarquent et qui découvrent. Elle compare souvent l'homme à l'animal lorsque il fait de la merde.
Alors moi je trouve que c'est méchant pour les animaux, mais à l'époque ça doit leur parler. Chapitre 20, les parias. Du coup, je suis une gentille propriétaire, la fille qui essaye de se réconcilier avec sa version anti-propriété de 18 ans. Oui, mais c'est l'idée que tu peux tout à fait... en fait, dans la vision de Flora Tristan, tu peux tout à fait accéder à la propriété sans devenir tout de suite une cible pour le prolétariat, pour les classes travailleuses, pour les pauvres. Il y a un moment donné, il faut aussi reconnaître euh, que ça a du bon d'être propriétaire chez soi. Chapitre 20, les parias. Société moderne. Mère sans entrailles. Sache que les enfants désespérés que tu repousses à jamais de ton sein sont, de droit et de fait, tes ennemis mortels. Que veux-tu qu'on leur dise pour les apaiser? Que peut-on leur promettre? Et quelle moralité veux-tu qu'on leur donne? Comment redeviendraient-ils honnêtes? Ils sont flétris. Hmm. Elle parle de qui, la société? Mère sans entrailles, sache que les enfants désespérés que tu repousses à jamais de ton sein. Elle parle des pauvres, là? Ou elle parle des puissants corrompus? On sait pas. C'est pas clair pour le moment. Comment le libérer? Par exemple, gagnera-t-il légitimement sa vie? Et qui voudra lui donner du travail? Ok, elle parle des pauvres, par exemple les pauvres qui ont fini par se retrouver en prison, qui ont été jugés par la société, stigmatisés, etc., dont plus personne ne veut. Si plus personne ne veut et qu'aucune réinsertion n'est possible, que faire de ces gens? Comment la pauvre prostituée retrouvera-t-elle une famille? Pourquoi ne donnes-tu pas la mort aux enfants que tu ne veux plus nourrir? Les voilà devenus tes ennemis, et tu les broies sous ton pied. Mais comme le serpent de la légende, ils se replient pour te mordre le talon. Et oui, elle dit que, à force de ne jamais souhaiter la réinsertion des pauvres qui se sont retrouvés à avoir des comportements criminels, etc., à force de jamais chercher à les réintégrer à la société, on continue de fabriquer des serpents qui vont mordre le talon de la société en général. Et oui, c'est ce truc-là, quoi. C'est que penser euh, finalement à sauver les cas les plus graves, à sauver les gens les plus sujets à devenir de méchants hommes, c'est aussi sauver tout le monde avec eux, quoi. Il serait temps, cependant, de prendre un parti et de leur donner tout de suite une position possible, fût-ce dans la tombe. Oui, parce que même ça, ils y ont pas accès à l'époque, hein. Les gueux, les vagabonds, les non-baptisés, etc., ceux que l'Église même refuse de toucher, on leur donne pas l'extrême onction. Ils n'ont aucun moyen d'accéder aux terres sacrées que l'Église promet aux honnêtes gens, quoi. Donc même ça, de toute façon, ils peuvent pas y croire. Je sais bien que tu as des prisons et des échafauds, mais il faut passer par le vol et par le meurtre pour arriver là. Et ce moyen de gagner ces invalides est un peu dur. Société sans entrailles, qui ne sent tressaillir ton cœur que sous la pointe du poignard. Quand donc cesseras-tu de dévorer les enfants comme l'épouvantable Moloch? Société meurtrière, qui n'a pas encore aboli la peine de mort et qui ne tremble pas pour toi-même. C'est vraiment le sujet de l'époque, hein, cette question de la peine de mort. On retient Hugo, mais en fait, Flora Tristan, elle est au taquet aussi dessus. Que répondras-tu au Christ lorsqu'un jour tes parias, leur tête sanglante à la main, t'accuseront devant son trône? Tu n'as rien fait pour eux, et tu leur as pris leur liberté et leur vie. Tu les as déshérités, puis tu les as flétris. Malheur à toi, car tous les crimes retomberont sur ta tête, et tu leur devras encore du retour devant la justice éternelle, car ils ne pourront jamais te faire autant de mal que tu leur en as fait. En fait, ça fait partie des personnes qui, dès ce moment, qui dès la première moitié du 19e siècle, fait porter la responsabilité du sort des individus sur la société tout entière et cesse de ne voir le mal que chez l'individu qui est le plus fragile, le plus pauvre et le plus, encore une fois, le plus susceptible d'avoir recours à des moyens détournés pour subvenir à sa vie. Hyper important, parce qu'effectivement, si la société ne pense pas à ça, elle ne peut que reproduire le schéma
et, et se destiner en plus à en répondre devant Dieu, puisqu'effectivement, c'est des choses qui lui incombent de faire. C'est en tant que puissant, des responsabilités t'incombent, quoi. Salut les lecteurs, salut F. Bardino, comment vas-tu? Salut Azalred. Moloch, le sacrifice des enfants par le feu, religion de Calanque. Oui, ça a ses fondements dans le siècle précédent fort, avec Calas chez Voltaire. C'est une idée des Lumières qui infuse bien dans le 19e. Tout à fait. Salut Cinétique. C'est Moloch de Calaan. Pas de Calanque. Salut, rien ne vaut la vie. J'espère que ça roule. Et bravo Malice G pour ta série de visionnage, bien sûr. Et qui incarne la société? Eh bien, le gouvernement, bien entendu, comme toujours. Chapitre 21. Réalité épouvantable. C'est horrible à dire, mais dans notre société, souvent ce qu'on appelle vertu conduit directement au crime. Et ce qu'on appelle crime conduit aux positions honorables. Ça. Voyez les prostituées des rues, ce lamentable troupeau que l'ignominie a marqué. Si elles avaient su se vendre de bonne heure, elles ne seraient pas tombées à si bas prix, et ce seraient des femmes honorables. Oui, alors Flora Tristan, elle a ce truc d'appeler prostituée et la femme qui se vend dans la rue à bas prix, et la femme que l'on a vendue pour un arrangement familial, un mariage arrangé, moyennant dot, moyennant entretien, moyennant pacte entre familles, quoi. Elle n'a pas de mal à appeler, dans tous les cas, le traitement réservé à toutes les femmes de prostitution. Les malheureuses, pour la plupart, ont aimé et se sont laissées séduire. Elles n'ont pas eu le courage de l'hypocrisie parce qu'elles avaient un cœur. Ah oui, donc oui, en fait, oui. Les malheureuses, donc c'est ce qu'elle appelle les filles qui se font qu'on appelle les déshonorées et qu'on rejette, que la société rejette. C'est finalement des femmes dont le seul tort, ça a été d'aimer et de se laisser séduire. D'accord. Voilà ce que le monde en a fait. Voyez ce prêtre apostat qui meurt de misère. S'il avait su mentir comme les autres et cacher ses vices sous une austérité haineuse, il serait peut-être évêque aujourd'hui. Ça c'est sûr, hein, à ne pas dénoncer les crimes qui sont soutenus par la société, tu t'arranges et t'es dans les bonnes grâces de tous les milieux professionnels dans lesquels tu peux évoluer. Sortir le clou qui dépasse, se fait taper sur la tête, c'est toujours ce que je dis, mais c'est cette idée qu'à un moment donné, si tu t'indignes, que tu rentres en lutte, à un moment donné où ce serait plus confortable de rester caché dans le bois, bon bah c'est sûr que tu vas peut-être moins profiter des faveurs du système et effectivement peut-être moins faire carrière. Voyez ces forçats qui partent pour Brest ou pour Toulon, enchaînés 2 à 2. Ils ont volé avec trop de franchise. Oh, s'ils avaient su faire leurs affaires. Voyez cette pauvre femme du peuple qu'on vient d'arrêter pour avoir volé un pain. Elle a été jeune et belle, mais elle a voulu être honnête. Un ouvrier brutal et fainéant l'a épousée et l'a rendue mère, puis il l'a délaissée avec ses enfants. Ô moraliste, que vous êtes beau dans vos théories et puissant dans vos arguments. Vous vous donnez bien de la peine pour former des gens vertueux, et puis voilà que la société les prend en ricanant et les jette au dépôt de mendicité ou à la charrette du bourreau. Elle aime bien aussi, Flora Tristan, brouiller les frontières entre les différents méchants. Méchants au sens coupable de délit ou de crime. Genre, un voleur, mais qui vole à l'échelle de l'État, bon, bah, c'est jamais qu'un politicien, tu vois. Et on va le respecter parce qu'il a le bon costume et le bon réseau. Un voleur qui vole du pain à la supérette, on va le détester, on va le rejeter parce que, bah, surtout parce que c'est un gueux, quoi. En fait, surtout parce qu'il est pauvre.
Chapitre 22, les hypocrites. Elle dénoncerait pas la criminalité en col blanc, là. J'en ai l'impression. J'en ai l'impression. J'espère que vous allez bien, aussi bien que possible. Tout à fait, Waldo. J'espère que toi aussi. Vous n'avez pas le droit, madame, de réclamer l'émancipation de la femme, m'ont dit des hommes d'une probité sévère. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes affranchi de toutes les lois de la société. Tiens donc, tiens donc. Dickens parle aussi très bien du sacrifice des enfants, emprisonnés pour faire rançon de la dette des parents dans l'Angleterre du 19e. Je connais pas ça, monsieur Exodisant Thomas. Dans l'Angleterre du 19e, on emprisonne des enfants pour faire rançon de la dette des parents. Ah, des parents qui se retrouvent jugés et qui doivent payer une dette à la société, on capture leur enfant pour qu'ils aient davantage la pression pour payer leurs dettes. Ou c'est un truc de mafia? C'est un truc d'État ou de mafia dont tu parles? Les enfants sont incarcérés quand les parents n'ont pas les moyens. C'est Oliver Twist, ça? Je sais pas. Oliver Twist, pour moi, c'est un orphelin, mais... Bon alors, les hommes lui disent qu'elle peut pas prendre la défense des femmes et appeler à l'émancipation des femmes parce que Flora Tristan s'est affranchie de toutes les lois de la société. Sous-entendu, ce n'est pas une femme respectable. Ce à quoi elle répond, hypocrite. Quoi? Parce que j'ai échappé comme par miracle à la balle de l'assassin, je ne dois pas crier au meurtre? Ou alors là, elle parle de son mari. Mari encore au moment où elle écrit, parce que je vous rappelle que c'est un texte qui est paru en 1845, mais en 1818, le droit à l'avortement est répudié, on n'a plus le droit d'avorter. On avait eu le droit après la Révolution française, en 89, mais ça a dû passer après. Et en 1818, on revient dessus, on enlève le droit de divorcer. Pardon, j'ai dit avortement, c'est divorce que je voulais dire, pardon. Et donc cette femme qui a fui son mari, Flora Tristan, il lui a tiré une balle dans le ventre et cette balle est restée logée dans son ventre. C'est pour ça qu'elle parle de ça. Elle a survécu par miracle à la balle de l'assassin. Et comme elle n'est pas morte, elle n'a pas le droit de l'accuser de meurtre, son mari, tu vois. On en était là au niveau des procès à l'époque. Salut Solovins, salut tout le monde. Ça me rappelle un certain Sarko. Quoi? Parce que je n'ai ni état dans le monde, ni considération parmi les gens comme vous, parce que je suis froissé, brisé à chaque pas, parce que je crie sans qu'on daigne m'entendre, parce que je dévore mes larmes, parce que je m'arme de toute l'énergie d'un légitime orgueil contre les lâches qui m'écrasent, je serais la seule qui n'aurait pas le droit de me plaindre? Eh oui, hein. C'est ce truc-là, hein, mais c'est comme c'est une dangereuse wokiste de la première moitié du 19e siècle, elle ose crier, prendre la parole, s'insurger, et donc on la prend pour une meuf à laquelle il faut pas apporter de crédit parce que voilà, elle sort des conventions et des attentes qui incombent à son sexe. Hystérique, Alicia Bureau. Voilà. Quoi? Ce sont précisément les victimes qui doivent se taire? Et l'on doit attendre que les bourreaux réclament en faveur de ceux qu'ils torturent? Pitoyable dérision. Ah, vous me flétrissez parce que je proteste. Ah, vous voulez étouffer ma voix. Eh bien, je me tairai sur mes propres douleurs et sur celles des femmes, mes sœurs, en esclavage. Et j'irai travailler à l'émancipation des hommes. Vous avez voulu me rendre infâme, et moi je vous dis qu'à force de dévouement, je rendrai ma vie sainte et ma mort glorieuse. Là, ce qu'il faut entendre, dans ce retournement un petit peu de concept, c'est que si elle ne se battait que pour elle, que pour les femmes, que pour les pauvres, que pour les victimes, alors, ok, elle n'est pas entendable par les dominants. Mais grâce à la foi qu'elle a envers le Seigneur, envers la religion, etc., elle trouve la force, elle va réussir à trouver la force argumentaire de continuer à se battre. C'est-à-dire, mais en fait, je le fais pour sauver les hommes, les oppresseurs, de leur propre maladie. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être pas conscience que vous êtes malade, à oppresser ainsi les plus faibles. Eh bien, mon combat sera de vous sauver vous, parce que je tiens à ce que vous franchissiez à mes côtés les portes du paradis. C'est rigolo, quoi.
vous avez voulu me rendre infâme, et je rendrai ma vie sainte et ma mort glorieuse. Et vous verrez, après, si l'émancipation de la femme est un fléau, et si j'étais digne de vivre plus honorée et plus heureuse. J'ai écrit le livre de l'Union ouvrière, et je l'emporte avec moi. Mais j'ai dicté celui-ci à un frère, et il le publiera si je meurs. Alors ça, je rappelle, je recontextualise, hein, ce livre a été fini, complété par son meilleur ami, et publié de manière posthume. Elle est morte en 44 ou en 43, je ne sais plus exactement. Le livre est publié en 45, courant 45-46. Donc voilà. Je pars comme autrefois les apôtres du Christ. Je vais protester d'une manière éclatante contre le positivisme étroit de ceux qui enchaînent le dévouement. Je serai folle s'il le faut. Ce sont les fous qui ont sauvé le monde. C'est beau, c'est très beau. Se battre au nom du ciel aide à nier la violence, car alors seul le combat purifie et la victoire importe moins. Oui, en effet, Thomas. En fait, c'est à la fois ce qui lui donne le moteur de continuer. Euh, c'est aussi, je pense, un biais pour rester audible dans le débat public, de dire voilà, je me revendique d'une parole qui me dépasse, ce n'est pas que mon opinion, que mon petit quant à moi. Et puis, elle a conscience aussi, évidemment, de ne pas arriver à ses fins dans le temps de sa vie. Elle a conscience que le combat est beaucoup trop immense pour pour ce tout petit laps de temps. Donc, s'inscrire dans quelque chose de plus grand que soi et de sacré t'aide aussi à te dire que c'est effectivement le combat qui va compter plus que l'avènement de ta victoire, puisque tu contempleras sûrement jamais. Preuve en est, cette femme est morte plutôt jeune, poursuivie par son malheur. Voilà. Elle est morte des suites de ses blessures. Elle est morte d'une maladie. Je l'avais dit lors du premier live à son sujet. Peut-être que quelqu'un va le retrouver, ça. Chapitre 23. Le progrès religieux. Il y a des gens qui sont encore catholiques, à la manière des vieux inquisiteurs, qui condamnèrent Galilée. Ah, ça c'est sûr. Aïe aïe aïe. Il y a des prêtres qui ne désavouent ni les autodafés, ni la Saint-Barthélemy, et qui veulent rendre la religion seule responsable de ces affreuses calamités politiques. Il y a des hommes que le nom seul de liberté fait pâlir, et qui sourient dédaigneusement au mot de progrès. Des hommes à qui deux révolutions n'ont pu rien apprendre ni rien faire oublier, et qui protestent de toute leur faible force contre l'émancipation de la pensée humaine. Ouais, c'est vrai aussi, hein. C'est que la Révolution française, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, aujourd'hui, on en fait une fête nationale, aujourd'hui, on en fait l'identité d'un pays, une fierté, mais ça n'a jamais mis tout le monde d'accord, évidemment. Et il y a plein de valeurs inhérentes à la Révolution française qui n'ont jamais été intégrées par tout un tas de groupes de personnes, qui ont des héritiers encore aujourd'hui. Salut Sumnolé dans les bois. Je conseille la très bonne lecture de L'Art de la joie de Sapienza sur la vie d'une femme libre dans l'Italie du XXe siècle, c'est passionnant. Alors c'est un de mes livres préférés, L'Art de la joie. Cependant, je pense que ça me prendrait 4 ans d'en faire une lecture commentée. Mais j'adore vraiment. Troupeau impuissant et malade, dangereux seulement par les miasmes putrides qu'il exhale et que nos enfants respirent, car ils élèvent la jeunesse. Conspirateurs peureux et hypocrites qui paralysent tout par leur masse d'inertie et qui rampent sous les égouts du budget d'un gouvernement dont ils sont les éternels ennemis. Servitude d'esprit, petitesse et dureté de cœur, scrupules judaïques dans la multiplicité des vaines observances, estime démesurée de soi-même et de la coterie dont on fait partie, mépris profond pour tout le reste, y compris l'honneur, le patriotisme, l'amour de la famille, et surtout l'amour de l'humanité. Voilà le caractère de ces hommes et de leurs adeptes. Alors je ne comprends pas exactement qui sont ces cibles ici, si ce n'est des gens qu'elles ciblent pour n'être pour n'être à la recherche que de leurs propres intérêts. Mais bon,
Scrupule judaïque, c'est chelou, on est d'accord. Ça pue l'antisémitisme, j'ai envie de dire. C'est ça, hein, on est d'accord, hein. Ça me fait penser au film Il reste encore demain sur le droit de vote des femmes en Italie. J'ai adoré ce film. Ah bah je l'ai pas vu. Oui, voilà, Wikipédia dit qu'elle est morte de la fièvre typhoïde. Et salut Neil Oshwe. Oui, voilà, la fièvre typhoïde, tout à fait. L'antisémitisme. Et oui, 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 je pense qu'au 19e siècle, il ne faisait pas très bon être juif en France, n'est-ce pas? Mais où est-ce qu'il faisait bon être juif? C'est peut-être la question qu'il faudrait poser. À l'ombre de ce pharisaïsme peuvent se cacher et grandir les désordres les plus honteux. Les confrères sont assurés du secret et disposent à leur gré du trésor des indulgences plénières. Là, elle parle d'un groupe de dirigeants, de riches personnes qui, euh, qui ensemble luttent pour leur propre intérêt au détriment du plus grand nombre. Ok, ok. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un procédé honnête. Aussi sont-ils fort étonnés de s'entendre reprocher les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur fin si pieuse et si méritoire. Voilà les hommes qui perdent le catholicisme et fomentent encore, à notre époque, des guerres de religion. Ce sont eux qui croient retenir la vérité captive et qui pensent avoir éternisé la durée de leur dogme parce qu'ils l'ont décharné comme un squelette et endurci comme un fossile. Ouais, là, elle parle aussi des mauvaises églises. Elle parle aussi de comment un groupe de puissants peut s'arroger le privilège de dicter ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, en dépit justement de toute morale. Bon, où veut-elle en venir après ça? Je ne sais pas. L'autre question, je pense, quand il a fait bon d'être juif? En effet, Aria. Pas forcément. Judaïque, ça peut vouloir dire vétérotestamentaire, mais c'est flou. Vétérotestamentaire, c'est quand ça réfère à l'Ancien Testament. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. Bah, l'Ancien Testament, qui est le socle commun, effectivement, entre le christianisme et le judaïsme, on partage... Enfin, je suis pas religieux. Le- c'est un socle commun. De ce fait, dire qu'il y a quelque chose de scrupule judaïque, c'est pas forcément vouloir cibler les juifs et uniquement les juifs, même si ils sont compris dans le lot. Et on y entend, du coup, il faut y entendre la critique qu'elle fait du démiurge depuis le début du livre, c'est-à-dire l'opposition entre le démiurge, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est-à-dire Jésus. Elle les oppose fortement l'un contre l'autre, comme l'un étant, le démiurge étant un Dieu qui favorise ou accepte ou tolère ou s'amuse d'un monde injuste, là où le Seigneur Jésus-Christ arriverait, selon Flora Tristan, pour rappeler l'importance des valeurs de fraternité. Pardon, aucun rapport avec la lecture, mais j'aime bien la musique de Christophe Herral en arrière-plan Rayman. Qu'est-ce que c'est cool. D'accord, mais merci Berbère Vénère quand même pour cette petite... comment dire, cette petite correction, parce que même si ça exclut pas les juifs de son discours, ça complexifie un petit peu plus la pensée et ça dilue l'accusation. Enfin voilà, c'est important quand même d'entendre la subtilité. Voilà les hommes qui perdent le catholicisme et fomentent encore, à notre époque, des guerres de religion. Ce sont eux qui croient retenir la vérité captive et qui pensent avoir éternisé la durée de leur dogme parce qu'ils l'ont décharné comme un squelette et endurci comme un fossile. Ils ne savent pas, ces conservateurs de momies, que, j'aime bien cette expression, que pour être immortel, une religion doit d'abord être vivante. Ça pète, ça pète. Moi je pense la même chose de la démocratie. Aussi le Verbe de Dieu s'est retiré de ces hommes comme la parole s'en va de ceux qui meurent. Ils ont toutes les ressources, toutes les tribunes, toutes les voies de publicité. Que disent-ils? Ils n'osent employer que les insinuations sourdes, les persécutions occultes, les murmures secrets du confessionnal et les sollicitations féminines dans les mystères de l'alcôve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gens qui croient connaître le monde
qu'à travers, qu'à travers leur prisme de persécution et à travers l'ascendance du rapport humain qui peut exister au confessionnal, quoi. Genre la personne qui s'excuse, qui se demande pardon à un chef qui accorde ce pardon. Ce sont eux qui ont navré le cœur du noble Lamennais, ce prêtre qui fut un instant le pilote du vaisseau de pierre et qui tomba dans les flots, connu Palinure avec son gouvernail brisé. Ce sont eux qui enveloppent encore, dans une même réprobation jalouse, les deux grands régénérateurs de l'unité catholique en France, Napoléon et Chateaubriand. Ah ouais, d'accord. Putain, comme quoi, hein, les anti-Napoléon et Chateaubriand, ils sont là depuis le début, hein. Car ils sentent la religion prête à leur échapper. Ils se cramponnent à sa remarque avec des cris d'effroi, en sentant qu'elle marche et que déjà elle tiraille leurs bras perclus et entraîne leurs pieds goutteux. Sœurs et frères, tant que le clergé aura des doctrines occultes, tant que sa morale ne sera pas publique et universelle, tant qu'il sera l'ennemi du progrès et de la saine philosophie, tant qu'il mettra l'esprit de caste à la place de l'esprit évangélique, ne communiez pas avec lui. Voilà. Elle aimerait pouvoir se rendre à l'église, mais elle constate une mauvaise orientation de l'église qu'elle observe, qui favorise l'esprit de caste, évidemment, avant l'esprit évangélique. Protestez en union avec la vraie église universelle contre ces faux pasteurs, et ne leur donnez pas vos enfants à instruire. Quand nous serons tous parvenus à cet âge de virilité dont parle saint Paul, l'âge de virilité dont parle saint Paul, qu'est-ce que c'est ? Au temps de la plénitude du Christ, nous n'aurons plus besoin de prêtres, car tous les chrétiens seront prêtres et rois, selon la promesse des Écritures. Ça, c'est aussi l'idée de te dire, en fait, à la base, Jésus n'a jamais demandé à ce qu'on bâtisse des temples en pierre qu'on appellerait église du Christ, tu vois. Il a dit des choses nébuleuses parfois, certes, mais qui laissent aussi entendre que le temple, royaume de Dieu, peut être en ton cœur, et qu'à partir du moment où le temple est dans ton cœur, chaque chrétien est à la fois prêtre et roi. Et cette parole du grand apôtre devrait fort inquiéter ceux qui refusent de croire au progrès. Toutefois, en attendant cette glorieuse époque, considérons l'Église enseignante comme une école, et demandons-lui compte de ses doctrines morales et politiques avant de lui confier nos enfants. Je ne m'adresse pas ici aux parias. Je sais que les enfants des parias n'ont pour précepteur que la misère, et pour école que le malheur. Pour cela, il n'y a point d'église, comme il n'y a point de société, ni d'avenir. Et maintenant, moi, la paria, j'ose ajouter qu'une église dont la porte se ferme à celui qui souffre est un temple de l'enfer. Je dis que le Christ, paria comme moi, s'il revenait au monde, ne trouverait peut-être pas un prêtre pour l'absoudre de sa pauvreté et de ses vertus. Cherchons donc des symboles d'avenir dans l'enseignement catholique, mais fuyons les faux pasteurs comme des pestiférés. Car ce sont les enfants de ceux qui ont crucifié Jésus, et ils sont plus inintelligents, plus impitoyables et plus avares que leur père. Les âges dans la Bible, l'âge d'airain, de bronze, l'âge d'or, et elle dit que c'est au fond des âges de virilité, parce que c'est la toute puissante masculine. Les iconographies là-dessus. Ah bah alors elle veut dire que l'âge de la virilité est passé. Donc elle critique. Ah. Ok. Elle traite quand même l'Église catholique de sataniste. Oui, elle fait pas semblant quand elle écrit Flora Tristan. Flora Tristan, je pense que ça aurait été une streameuse, poétesse, punk, vraiment cool à suivre sur Twitch. Genre ses lives, ça aurait été des performances bien punk.
Chapitre 24. L'émancipation. Pour émanciper les serfs, il faut les instruire. C'est pourquoi j'ai fait ce livre qui sera mon testament. Je l'adresse spécialement aux femmes afin de les délivrer de la superstition qui abrutit leur âme et rétrécit leur cœur, et de les rendre indépendantes des prêtres, tout en leur donnant une foi vive et une charité ardente qui les soutiendra dans la lutte. En fait, quand tu lis ce genre de paragraphe, tu captes aussi pourquoi elle insiste tellement sur l'importance qu'elle donne à la foi dans sa vie. C'est-à-dire que pour lutter pour l'émancipation des femmes, elle doit déjà parler aux femmes, se faire entendre des femmes, qui sont très pieuses. Si tu leur dis « rejette l'Église », point, elle ne trouvera que des oreilles sourdes. Si tu leur dis « rejette l'Église, rapproche-toi de Dieu », tu crées une ouverture. C'est vrai. Donc je commence aussi à comprendre l'impossibilité de faire sans la foi, quoi. C'est la fausse dévotion qui retient les nobles cœurs de femmes dans une résignation paresseuse et impie. Leurs droits sont les mêmes que ceux des hommes. Elles ont de plus la divine prérogative de la maternité. Qu'elles soient donc mères, car les hommes sont des enfants. C'est marrant ce retournement du discours aussi. Aujourd'hui, quand tu écoutes des influenceurs masculins d'extrême droite, leur discours c'est les femmes, faut les traiter comme des enfants, elles sont pas comme nous, elles n'ont pas les mêmes capacités cognitives, etc. Elle, en 1845, elle te renvoie ça dans la tronche, quoi. C'est très très bon. Assez. Elles ont régné par la ruse. Assez, elles ont triomphé par la corruption. L'heure est venue de la chasteté et de la justice. Ok. Oui, de la chasteté, mais pourquoi, Flora? Car vos mariages sans amour, conclus à prix d'argent, sont des prostitutions infâmes. Voilà, donc voilà. En fait, à une époque, à un siècle, où l'injonction de la femme, c'est d'être la bonne épouse, elles te disent, mais en fait, tu n'es pas une bonne épouse, puisque ton mariage sans amour et arrangé est en fait de la prostitution. Donc tu es en train de te condamner à l'enfer. Donc retourne le paradigme et en fait cherche l'amour pour toi parce que c'est la seule manière d'être une bonne épouse. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est dur quand même. Salut gargouille. Je choisis définitivement l'ours. Je ne m'en étonne guère. Oui, l'heure de la justice est venue, car la femme n'est pas née pour l'hypocrisie. Et lorsque Dieu a disposé de son cœur, elle ne peut pas sans honte mentir à Dieu et à son cœur. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Il y a un moment donné, le seul mariage définitif, final, que tu fais dans ta vie, c'est celui d'avec Dieu. Donc quand tu épouses ton homme, si ton injonction c'est d'être la bonne épouse, etc., c'est parce que dans le prolongement, c'est comme si tu étais marié à Dieu, et donc voilà, ta vie s'inscrit dans un chemin de sainteté, quoi. Tu fais les choses selon la volonté de Dieu, je veux dire. Et donc c'est ça qu'elle rappelle à ses consoeurs, elle leur dit vraiment, êtes-vous bien sûr d'être dans le cœur de Dieu lorsque vous n'êtes pas dans le cœur, lorsque l'homme auquel vous êtes marié n'est pas dans votre cœur, quoi. La femme n'est pas une propriété. Et le droit infâme de propriété sur les êtres libres s'appelle l'esclavage. Faut-il le rappeler? La femme n'est pas née pour être esclave. Putain, je vois toutes les vidéos Tradwives défiler dans ma tête. Femmes, mes sœurs, vous avez souvent repoussé mes paroles parce qu'on vous disait que je voulais vous perdre. J'imagine, ouais. J'imagine qu'on a agité le nom de Flora Tristan dans la tête des femmes comme un épouvantail, oui, ça c'est sûr. Non, vous dis-je, je veux vous sauver, mais il faut vous instruire. Il faut vous dégager des scrupules d'une fausse religion. Il faut vous armer de courage. Mon truc a disparu, tout va bien. Quand vous saurez vouloir, tout sera fait, car les hommes ont besoin de vous comme l'enfant a besoin de sa mère. Chapitre 25.
les utopistes modernes. Honneur aux hommes de conviction et dévouement qui s'avancent en éclaireurs à la tête de la caravane humanitaire. Gloire à ces fous sublimes qu'autrefois on tuait et qu'aujourd'hui l'on se contente de railler agréablement pendant qu'ils expirent de misère. L'humanité n'a jamais manqué de prophètes, et l'avenir qui s'ouvre devant nous a eu aussi ses révélateurs. Swedenborg, par la révélation de correspondance annoncée, a annoncé l'unité et l'universalité de la science, et a indiqué à Fourier son beau système des analogies. Il a montré les sociétés célestes groupées par séries harmonieuses selon les degrés d'intelligence et d'amour. Il a donné au ciel et à l'enfer les attractions pour mobiles, et sur l'antagonisme, il a établi l'équilibre. Fourier a voulu réaliser sur la Terre le rêve céleste de Swedenborg et a transfiguré en phalanstère le couvent du Moyen-Âge. Saint-Simon a donné l'initiative des transfigurations du dogme et a révélé la fin du veuvage chrétien et le grand mariage humanitaire par l'affranchissement moral de la femme. Ça, moi, j'ai pas toutes les refs, mais je veux bien la croire. Un homme dont le nom sert encore de risée au prétendu sage parce qu'il vit encore. Gano résume ces divers systèmes dans une magnifique orthodoxie. Il justifie l'affranchissement de la femme par le culte de l'amour et l'honneur qu'il rend au titre de mère. Pour lui, l'empereur Napoléon est un type messianique représentant le grand Caïn ou l'usurpateur, mais il le réconcilie avec le Christ, qui est le grand Abel, et de cette union de l'obéissance et de la force naît l'équilibre parfait des droits et des devoirs. Ah oui, oui, mais c'est vrai qu'en fait, quand tu commences à utiliser les mythes bibliques comme métaphore de ton monde contemporain, euh, on n'a plus l'habitude de voir ça. Nous, on dit plus, Macron, finalement, est le Caïn de l'époque, etc. Tu vois. Mais en fait, ouais, elle compare littéralement l'empereur Napoléon à une figure très clivante, très critiquée de la Bible, mais quand même une figure qu'il faut sauver, dont l'âme doit être sauvée, quoi. Après ces grandes figures de prophètes, qui représentent des idées d'ensemble, viennent des architectes qui donnent des plans pour les diverses parties de l'édifice social. Cabet, homme de conviction et de persévérance, à qui sa probité tient un lieu jusqu'à un certain point d'idées et de talent, donne dans son Icarie le plan d'une grande manufacture commune et quelques règlements d'atelier qui peuvent avoir leur côté raisonnable et utile. Proudhon, raisonneur d'une logique lourde mais écrasante, prend la propriété telle qu'on l'entend de nos jours dans des tenailles où il la broie. Son livre n'a pas été poursuivi par le parquet. Victor Considérant, le régénérateur de l'école sociétaire et le continuateur de l'œuvre de Fourier, homme de science et de talent, qui sera peut-être bientôt appelé à représenter à la tribune les idées d'émancipation pacifique et l'organisation sociale. Voilà à peu près tous les hommes de notre époque qui se soient sérieusement occupés de l'avenir. Il n'y a pas un seul poète romantique cité, hein. Les Victor Hugo et tout, ils peuvent tous aller se rhabiller, hein. Mais aucun d'eux n'a mis avec activité la main à l'œuvre. Soit que les moyens d'exécution leur aient manqué, soit que leur plan ne soit pas encore bien arrêté, soit que leur foi ne soit pas assez vive. Donc vous voyez, comment pense une gauchiste de l'époque, une woke, une meuf qui écrit vraiment pour les luttes des plus faibles, pour l'émancipation des esprits, elle ne prend pas du tout en compte les poètes et les penseurs qui nous sont parvenus comme étant les plus grands, les références les plus nobles. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est à la fois pas surprenant du tout, mais quand même bon à rappeler, tu vois. C'était avant les romantiques, c'est pour ça qu'ils sont pas cités. Bah, pas tous. Pas tous, non 1845. Salut, vive ma nouvelle vie. Je croyais que vous aviez terminé le livre hier, j'ai mal compris. T'as mal compris, j'ai fait un raid à Clément après. Tu veux devenir une Flora Tristan, c'est ça? Eh ben repasse mes chemises et fais-moi à bouffer. Oui, c'est comme ça qu'on leur répondait à l'époque, je pense. Fouriérisme et saint-simonisme, ce sont des utopies sociales très prégnantes au XIXe siècle. D'accord. Ça a donné de jolies architectures. Le familistère
de guise, par exemple, pour vivre ensemble, tout ça. Mais bon, les femmes dans ça, c'est ce qu'elles se demandent visiblement. D'accord, d'accord. Putain, c'est bien que tu sois dans le chat, Berbère, hein. Ce sont des sociétés libres, gratuites et égalitaires, sous forme de colonies dans lesquelles chacun a un métier et un rôle. Tous se partagent les tâches et des recettes. Est-ce que c'est le genre d'idées qui ont pu influencer les logiques de la commune ou pas du tout? Ah ouais, 1845, on est sur la fin du romantisme plutôt. Bah ouais, il est déjà, enfin, il est déjà bien consommé. Après, le romantisme, on pourrait dire qu'il va quand même, il s'étend encore sur plusieurs années, hein. Ouais, non, Feng Ziwan, je pense que elle les connaît très bien, hein. Elle les connaît très bien, mais que c'est pas à eux qu'elle pense quand elle parle de gens qui luttent vraiment pour l'émancipation des masses, hein. Et c'est pas si étonnant dans la mesure où aujourd'hui on en fait la pub. Euh, c'est que ça devait pas être si loin d'une pensée mainstream finalement. Enfin, je sais pas, je réfléchis comme ça, mais je sais pas ce qui fait que les mémoires gardent ou non telle ou telle personne à leur chevet, je ne sais pas. Ça c'est mystérieux, hein. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans le temps ou pas? Euh, alors clac clac clac, aucun d'eux n'a mis la main à l'œuvre, soit que les moyens d'exécution leur aient manqué, soit que leur plan ne soit pas encore bien arrêté, soit que leur foi ne soit pas assez vive. Il manquait de foi. Parce qu'ils ont des zizi? Bah, même pas Marie-Louve, parce que là, elle parle d'hommes. Elle, les hommes, les penseurs qu'elle a cités, c'est des hommes aussi. On raconte qu'un architecte de l'Antiquité, après avoir écouté en silence le détail des plans gigantesques d'un autre architecte, grand faiseur de théories, le surpassa d'un seul mot, en s'écriant ce qu'il a dit, je le ferai. Oh, si le courage et le dévouement suffisent, je serai, moi, cet architecte qui parle peu, mais qui agit. Ça pète quand même. Moi, je trouve quand même, ce que je vais dire est peut-être bateau, mais c'est vrai que on reconnaît le travail assez aisément de ceux qui font du bruit et pas assez malheureusement de ceux qui se bougent, hein, et qui prennent cher. Ici s'arrêtait le manuscrit dicté par Madame Flora Tristan. Terminons maintenant par quelques mots sur cette femme extraordinaire. Donc maintenant, on va parler un petit peu de Flora Tristan là pour ce. On va sculpturer. Là, je vous le dis tout de suite, on sculptive, on va pouvoir apprendre à parler de cette femme, c'est très bien. Du coup, je n'ai pas compris, c'est la suite ou un autre livre? Non, non, c'est la suite, Vive ma nouvelle vie. C'est la suite. Du coup, t'as loupé peut-être juste un chapitre. Genre Ferdi B part sur une chaîne Flora Tristan. Je ne lis que des livres de Flora Tristan. Pas du tout. Il est des existences dont l'histoire appartient aux annales de l'humanité. Et je crois que celle-ci en est une. La personnalité de Flora s'était tellement exaltée dans la lutte qu'à ses yeux même elle était passée à l'état de mythe. Elle se croyait la femme messie. Oh. Après avoir lutté comme un démon, elle rêvait la transfiguration du martyr pour s'envoler au ciel sur les ailes d'un ange. C'était la Médée antique, jalouse de notre moderne Madame Guillon, et sûre de la surpasser. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est ça qui crée aussi parfois une espèce d'incompréhension ou de malaise lorsqu'on lit son livre, c'est qu'effectivement, je veux bien croire qu'elle se prenait pour la femme messie, et que en soi, c'est bizarre, critiquable, suspect, et en même temps, euh, c'est littéralement ce qui lui permet à ce point-là de s'opposer envers et contre tout euh, à cette société qu'elle critique, quoi. Salut, t'as un mail contact? C'est pour pouvoir m'insulter, c'est ça? Hop. La femme du Messie, ça peut être un moyen de résoudre le problème, oui. Oui, Camille, très certainement, très certainement.
Mais en ce moment, je pense vraiment que quelqu'un est follement euh, crispé et obsédé par ma personne. Je pense vraiment. Créer des comptes en boucle comme ça pour venir m'interpeller. Tu sais, je ne suis qu'un humble artiste, auteur, streamer. Je pense pas valoir autant d'acharnement, hein. Je pense que tu peux te recentrer sur des choses qui vont te faire du bien, mon cher ami. Il y a peu de choses à obtenir de moi. Ça s'appelle du harcèlement. Salut Satrape, j'espère que tu vas bien. Oui, je lève Ferdi à Gmail, ouais c'est ça. Ça arrive régulièrement sur Twitch, j'ai déjà vu ça ailleurs sur des chaînes plus petites encore. Ah mais ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne pas. Mais j'essaye de sauver ces personnes. Je trouve que toute cette énergie qu'ils ont réussi à trouver devrait être employée à des choses plus valorisantes pour eux-mêmes, quoi. Voici ce qu'écrivait sur elle, un an avant sa mort, celui de ses amis qu'elle a chargé depuis d'écrire son testament religieux et littéraire. L'article apparut dans un recueil inachevé qui devait avoir pour titre Les Messies contemporains. J'ouvre les guillemets, voici ce qu'on écrivait sur elle. Voici une femme dont il ne faut pas parler, mais qu'il faut connaître si l'on veut admirer et frémir. Allez la voir, elle vous forcera d'être son ennemi mortel ou son séide. Trop au-dessus du bien ou du mal que vous pourrez en penser. Elle confondra toutes vos idées. Et quand vous croirez la saisir en flagrant délit des vagues noirceurs dont on l'accuse, elle vous échappera, grandiose, sublime, et souriant de pitié. Alors, devenu enthousiaste, vous vous lancerez à perte de souffler pour la suivre. Elle se retournera alors dédaigneusement, vous étreindra le cœur dans une main glacée et terrible, puis le rejettera, brisé. Prenez-la pour un diable, elle déploiera 2 magnifiques ailes d'azur et une chevelure étoilée. Priez-la comme un ange, elle vous montrera les cornes. Je veux qu'on écrive ça sur moi, hein. Je vous le dis direct, hein. J'ai eu un bug, je refais mon entrée. Salut Ferdi et salut à tous. Ah, je t'avais vu, Satrape, je t'avais vu. J'espère que ça roule. Fait bien plaisir de t'avoir sur le chat. Je suis sûr que c'est un mec. Ah oui, là ou les harceleurs. Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Pour savoir si sur Internet, le harcèlement est quantifié entre les sexes. Bon, j'ai mon opinion là-dessus, hein. Mais je me demande si c'est officiel. C'est que Flora Tristan est la superbe personnification du plus complet et du plus implacable orgueil. Le Satan de Milton doit être mort de dépit depuis qu'elle est au monde. Si elle n'est pas Satan lui-même en progrès, elle est parvenue, à force de grandir dans la révolte, à la quiétude et à une sérénité de front qui la rend véritablement dangereuse aux âmes, car elle les force à la haïr ou à l'adorer. Ça fait peur, en vrai ça fait peur. Trop superbe pour être vaine. Madame Tristan s'impose elle-même en abjurant sa personnalité. Tout lui appartient, vos idées, vos travaux, votre personne, et elle n'en estime pas même la propriété. Vous n'êtes rien, elle non plus. Dieu est tout, mais elle est tout en Dieu, et Dieu est tout en elle. De grâce, n'allez lui résister en rien. Baissez le front devant l'auréole de femmes qui l'entourent. Ne lui demandez la raison de rien. Aimez-la, à la grande et unique condition qu'elle ne vous aimera pas. J'adore. Et oui, c'est ça en même temps. La seule leçon à retenir de l'amour, c'est que l'amour ne doit pas exiger l'amour en retour, évidemment. En ça, elle est beaucoup plus chrétienne que l'Église. Singulière condition, direz-vous, et qui l'imposera? Elle? Non, si vous, si vous êtes sage, car ceux qui aiment Madame Tristan, elle les tue, au moral, entendons-nous. C'est la Circé antique, moins la baguette. C'est une sirène qui ne chante pas, mais qui dévore. C'est un adorable vampire qui vous tue l'âme et qui vous laisse votre sang,
afin qu'il vous étouffe lorsque vous la quitterez, furieux, sans avoir même la consolation de la faire mettre en colère, car elle est cruelle, avec bonté. Elle vous torture en souriant. Regardez, Flora Tristan nous apprend à tous et à toutes à, à adopter une posture face au harcèlement. En fait, vous ne la mettrez même pas en colère parce que vous serez cruel avec bonté. Vous nous torturerez en nous voyant sourire. Il y a une naïveté d'enfant et une conscience de sainte dans ces homicides moraux. Elle est simple et douce à vous jeter dans des accès d'hydrophobie et vous sortez de ces amitiés caressantes avec je ne sais quelle envie de mordre quelqu'un ou quelque chose, surtout si vous êtes à jeun. Salut Thierry Bass. En ça, salut Orakatana. C'est terrible, c'est pas une domina, Madame Tristan. Ou alors j'ai raté un chapitre. C'est pas une domina. Intellectuellement, peut-être qu'elle domine trop, c'est peut-être pour ça qu'il dit ça. L'amour n'est que la reproduction de la domination structurelle entre humains. La reproduction de la domination structurelle. Ouais, tu dirais ça. Stop amour. Stop amour. Bah tu es. Mais en fait, peut-être s'attrape Mandragora que tu es un anti-Madame Tristan. Alors selon Perplexity, les études ne montrent pas de manière univoque que le harcèlement sur Internet est commis plus par un genre en particulier. Mais plusieurs recherches indiquent que les hommes sont plus souvent auteurs, particulièrement pour des hommes graves, pour des formes graves ou sexistes, tandis que les taux globaux d'auteurs restent similaires entre genres chez les jeunes. Ah d'accord, donc pour les formes de harcèlement qu'on appellerait graves ou sexistes, c'est majoritairement des hommes, mais pour ce qui est du harcèlement en général, notamment chez les jeunes, femmes comme hommes sont des harceleurs. Salut Soleftiste. Bienvenue. Je soupçonne un énorme kinker en postface, mais no king shame. Ange ou Satan, Dieu ou diable, telle apparaît la femme à ceux qui ont le bonheur ou le malheur de la connaître. Passons maintenant aux idées. Flora Tristan croit en Dieu. Ne pas biffer l'X. Ça veut dire quoi? Ne pas biffer l'X. Ne pas biffer l'auteur. Ça veut dire que tu cites pas. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Flora Tristan croit en Dieu. Ah, ne pas biffer, ne pas enlever le X parce que Flora Tristan écrit Dieu avec un X. Oui, il faut pas enlever le X. Dieu, selon elle, est père, mère et embryon. C'est-à-dire que dans le premier principe, elle reconnaît la génération active, la génération passive et le germe en progrès indéfini. Oui, parce que on l'a vu, hein, mais c'est cette idée que l'amour, que le monde doit être, que la religion doit être vivante, c'est-à-dire subir des réformes, être modelable, s'adapter au temps. Et oui, voilà, c'est comme ça que elle voit cette idée de embryon perpétuel, quoi. L'intelligence et l'amour, qui ne sont qu'un, sont le principe actif qui anime la force. Et la force, de passive devenant active, féconde l'intelligence et l'amour. Alors, l'intelligence aimante devient mère d'un fruit qui s'agrandit toujours, sans jamais sortir du sein, qui le limite toujours. Et ce fruit, qui est l'univers, est pour cela nommé l'embryon divin. C'est quoi la phrase de Jésus sur le fruit que je citais tout le temps à une époque et que j'ai oublié? Tu reconnais l'arbre à son fruit. Voilà, c'est ça la phrase que je citais tout le temps. Je sais plus où je voulais en venir, je continue. Le principe se reproduit dans ses effets, et Dieu se manifeste dans l'humanité. Le principe créateur, l'amour intelligent, devient la femme. La force est représentée par l'homme. L'homme n'est donc que l'argile de Prométhée, et c'est la femme qui a reçu le feu sacré du ciel pour l'animer. Ainsi, Flora n'accorde-t-elle pas à l'homme le titre de père? Selon elle, l'humanité figurée par le Christ n'a qu'une mère sur la terre et un père dans le ciel.
Donc la seule entité susceptible d'être appelée père, selon Flora Tristan, c'est effectivement Dieu. C'est pas l'homme terrestre, l'homme charnel. La femme, maîtresse de ses faveurs, anime qui il lui plaît du feu sacré de l'amour. Et celui qu'elle a choisi, elle le fait participer un instant à son privilège de mère. Elle ne se donne jamais à un homme, mais elle honore un homme de son choix. Donc une femme ne se donne pas à un homme, elle honore un homme de son choix. Je ne sais pas si j'aime bien, mais je trouve que c'est une meilleure façon de le dire. Ouais. L'élève, la femme, en honorant un homme de son choix, élève l'homme jusqu'à sa souveraine et le renvoie en lui imposant silence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Ainsi, Flora ne réclame pas l'émancipation, mais bien la souveraineté et l'autocratie de la femme. Oh, ben voilà, les masculins avaient donc raison. Les féministes, Flora Tristan la féministe, voulait donc prendre le pouvoir. Son utopie est la République des abeilles. Et ce qu'elle parle... Oh. Je crois qu'on vient de décoder le lore de notre propre chaîne, les amis. Flora Tristan, dont l'utopie est la République des abeilles, et ce qu'elle paraît vouloir conquérir au nom du sexe, le plus aimable et le plus opprimé, ce n'est pas l'égalité et la justice, c'est la réaction et la vengeance. C'est tout le contraire de ce qu'elle dit. Flora Tristan a beaucoup souffert. Ah oui, c'est... elle a passé le livre à dire littéralement le contraire. Ce n'est pas l'égalité et la justice, c'est la réaction et la vengeance. Je pense qu'elle a écrit à peu près 40 paragraphes pour dire qu'elle ne demandait pas la vengeance, mais simplement de sauver l'oppresseur de sa maladie. C'est bizarre. C'est bizarre d'écrire ça. J'ai l'impression j'ai l'impression que le commentateur qui écrit cette postface entretient la confusion, là où justement Flora Tristan avait plutôt apporté de la lumière. C'est très étrange. On reconnaît un arbre à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des chardons. C'est mon deuxième pseudo, j'adore cette phrase. Oui, voilà. Salut Nifracis. C'est Jesus qui a dit ça, tout à fait, tout à fait. C'est je multiplie les pains, et souvent ils atterrissent dans la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ainsi, pour répondre aux communistes qui prêchent la communauté des femmes, Flora, communiste aussi à sa manière, mais qui s'est dressée contre les communistes de son époque, en tout cas contre le parti communiste de son époque. Notamment dans la mesure où les communistes de la première partie du 19e siècle voulaient inciter les gens à ne plus être religieux, voulaient que les gens quittent la religion, voilà, que ça sorte du débat public. Là où Flora Tristan, elle justement, elle cherchait à s'adresser au monde aussi à travers la foi, donc elle supportait pas ça chez les communistes. Si c'était une ironie, elle serait amère mais concluante. Du reste, Madame Tristan a en horreur le nom même de la propriété et ne croit pas au libre arbitre. C'est littéralement l'inverse de ce qu'elle a dit dans son livre, encore une fois. Et je comprends pas cette postface. Elle arrête pas de dire que la propriété, ok, mais pas en abuser. Elle oppose au mal le progrès et aux erreurs de l'homme l'inspiration de la femme. Elle admet jusqu'à un certain point dans l'organisation sociale à venir les idées phalanstériennes, mais le Christ, mais Fourier, mais Saint-Simon n'ont apporté que des brins de paille dont elle seule, hirondelle inspirée du printemps à venir, elle maçonne un nid où elle veut couver un monde non venu sous ses ailes de mer. Et là, il fait de la poésie pour pas dire grand-chose. Folle ainsi, à force d'être devenue sublime, elle aime l'humanité jusqu'à jalouser Dieu même. Ne cherchez rien de petit en elle, et ne craignez pas qu'elle faiblisse. Alors pareil, moi je trouve qu'il est confus parce que il ne précise pas de quel Dieu il parle. Elle s'oppose souvent aux démiurges de l'Ancien Testament. Mais il faut le préciser. Et effectivement, comme elle se rêve un petit peu femme messie, elle a l'audace effectivement de parler contre le démiurge de l'Ancien Testament, chose qu'on observe assez peu, tu vois, des gens qui font ça. Robespierre disait « Périssent les colonies plutôt qu'un principe ». Flora dirait volontiers
périsse le monde plutôt qu'un de mes rêves. Et si les rêves de Flora pouvaient se matérialiser sous la forme d'un triangle de fer, je craindrais, ma foi, pour la sotte espèce humaine, une réalisation terrible du souhait de Caligula. Mais c'est lunaire ce qu'il écrit, lui. En fait, lui, la postface, moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il fait du sensationnalisme. Il veut faire le buzz. Mais il n'est pas précis dans ce qu'elle-même elle dit. On dirait du Corneille. Tu sais qu'en vrai, Satrape, je connais... Enfin, Corneille, j'ai étudié, j'en ai joué. Mais je connais assez peu en détail Corneille. Je pourrais m'y pencher un peu. Ça pourrait être un sujet de live dans l'avenir. Perso, je comprends rien à cette postface. Oui, elle est plus confusante qu'autre chose. Hein. C'est une tierce personne qui écrit là. Là, je suis en train de lire une postface. Écrite par quelqu'un. À son sujet. Terrible femme, allez-vous dire. Attendez. Ah, ok, il dressait un portrait négatif et maintenant il fait l'avocat. Ok. Avez-vous vu la captieuse douceur de ses magnifiques yeux noirs? Ah, évidemment, il fallait qu'on parle de son physique, parce que sinon on ne pouvait pas se mettre à l'aimer. Évidemment, sa main d'ivoire antique, faite à désespérer le ciseau de Phidias. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est lourd. Quand même, l'époque des romantiques et leurs phrases empoulées, c'est beau, mais c'est sucré, hein. Sa plantureuse et luxuriante chevelure que le temps jaloux, semblable à une araignée patiente, voudrait enlacer dans un réseau d'argent. Son port de reine, sa parole infaillible, mais complaisante et facile, tombait de ses lèvres si vermeilles et si pures. Avez-vous vu Flora dans la coquetterie de son négligé dédaigneux? C'est-à-dire son négligé dédaigneux. À deux doigts de dire qu'elle porte des mini-jupes, quoi. Oui, en même temps, elle portait une mini-jupe. Oui, n'est-ce pas? Eh bien alors, je conçois que vous la détestiez de tout votre cœur. Mais ne m'en dites pas de mal. Vous êtes partie intéressée. Si vous ne l'avez pas vue, ma foi, tenez. N'en parlons pas en poltron, je vous plains. Plantureuse chevelure. Non, mais faut rincer le cerveau. Non, mais c'est clair. En même temps, là, on se marre. Autant le texte de Flora Tristan, fallait que j'utilise un petit peu mes deux neurones, mes deux neurones cachexyques. Autant là, on rigole. Moi, j'ai appris récemment auprès d'une certaine spécialiste. Ok, pour Corneille, trop bien. Mais monsieur MDR, rangez votre braguette, je sais pas. Salut, belle ordure. L'ancêtre des écrits érotiques. Oula, les écrits érotiques, vive ma nouvelle vie. Ça remonte à bien avant ça. Moi, j'ai une théorie sur les écrits érotiques. Je pense que le tout premier texte de l'humanité devait raconter une histoire de cul. C'était ma théorie. Ça regarde tout le monde. Il y a de l'étoffe dans cette femme. C'est une grande et magnifique nature que l'opinion devrait diriger et non pas flétrir. Mais, race étiolée que nous sommes, nous avons peur des natures fortes, comme les écoliers paresseux ont peur de leur maître. Et nous avons plutôt fait de les crayonner furtivement en caricature derrière une porte que de profiter de leurs enseignements. Ouah, tu sens la... Autant quand je lisais Flora Tristan, j'avais l'impression d'une proximité d'époque que je trouvais vraiment stupéfiante. Autant là, le monde qui nous sépare, mon gars, genre c'est daté quoi. Déjà, faire la réflexion que c'est les élèves paresseux qui ont peur de leur maître, je trouve que c'est d'un niveau de lecture, d'autocritique et de réflexion pédagogique assez minable. Mais bon, c'est un red flag que je perçois moi. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord. Les ouvrages de Madame Flora Tristan. Ah ok, c'est fini. Ah mais il y avait juste ça à dire. Ah non. Ah non. Non, c'est bon. Il fait juste un bilan de ce qu'elle a écrit. Blanquériste ou attalien. Je pense aussi. Réel. Je sais pas s'il y a une façon de magnifier les mots qui me donne cette impression. C'est une fanfic qu'il dresse, disons. Je ne le hais point, le monsieur, juste il est très 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 sur Madame Tristan. Des verbeurs versaillais parlent toujours avec cette faconde d'enculé. Cette faconde d'enculé, d'enculé. En fait, elle a demandé à un gars de s'occuper de sa publication posthume. Vu ce qu'il écrit, c'est à cause de lui qu'on l'a oublié, la pauvre. Aïe, aïe, aïe. Attends, je veux juste voir ce qu'il a écrit.
Ah oui, oui, ok, Chiki. Thomas, tu t'es fait modérer, mais c'est avec amour. Je continue. Elle a écrit donc les pérégrinations d'une paria, c'était l'histoire des voyages de l'auteur au Pérou, que l'on retrouve assez dans son ouvrage pour qu'on n'ait pas le droit de dire ce n'est pas lui. Le grand caractère de cette femme excentrique commence à se destiner hardiment dans cet ouvrage, blablabla, bla bla, je ne vais pas vous faire le résumé de tout ça. La vie de cette femme fut pleine de douloureux mystères. Victime tant de fois d'une société qu'elle se sentait de force à broyer à son tour sous ses pieds. Elle ne se borna plus à se défendre, elle osa attaquer. Et oui, c'est ça aussi. Et l'ordre civilisé tout entier pâlit devant elle. Elle faisait horreur, mais elle faisait envie. Et la paria se montra si calme et si belle dans son exil, au milieu du monde civilisé, que le démon victorieux parut plus heureux que les anges. Oui, c'est ça en fait. On attend des classes oppressées, des minorités fragiles, qu'elles se plaignent ou qu'elles luttent sans jamais attaquer, qu'elles se défendent en réalité. Mais à partir du moment où, où les catégories oppressées se mettent à attaquer, c'est-à-dire à répliquer à la violence par la violence, là évidemment, euh, c'est intolérable, évidemment. Elle sentait bien toutefois que la lutte n'était pas la condition éternelle de son existence. L'unitéisme avait envahi cette belle nature comme la splendeur du soleil investit ceux qui montent au-dessus des nuages. Jamais aspiration aussi ardente vers la paix universelle ne firent palpiter un cœur de femme. Jamais rêve plus suave d'angélique chasteté ne purifièrent un cœur. Flora était une nature toute catholique, parce qu'elle était plus forte que tous les préjugés philosophiques. Née quelques siècles plus tôt, elle eût été sainte Thérèse. Et dans notre siècle de doute byronien et de littérature satanique, elle ne fut jalouse de rivaliser avec Satan que pour le vaincre et le ramener à Dieu. C'est vrai que c'est un peu son discours aussi. Née avec une ambition immense, elle légitima en quelque sorte cette passion en la dirigeant vers les véritables grandeurs. Si à un instant elle rêva le Pérou et ses richesses fabuleuses, elle sentit bientôt que la supériorité de son intelligence lui permettait de créer elle-même des trésors inépuisables dont elle voulut doter la classe ouvrière. Lors de son départ pour le Tour de France, où elle a trouvé la mort, Flora, qui travaillait depuis longtemps à son ouvrage de l'émancipation de la femme, me remit ses notes dans une liasse de papier presque indéchiffrable, et me chargea de mettre tout cela au net, et de lui renvoyer les autographes avec mes additions et mes remarques. Le paquet a été mis aux messageries pour Lyon avec son adresse. J'avais terminé la partie du travail que je publie, et je lui demandai la suite. Je fus un mois entier sans nouvelles, et un mois après, j'appris que Flora était morte. Ah, mais c'est pour ça que le récit s'arrête de manière si abrupte. En effet, il n'est pas terminé. C'est pour ça que c'était un peu surprenant. Dégoûté depuis longtemps des déceptions socialistes et politiques, j'avais alors résolu de ne plus rien publier sur ces matières si douteuses et si controversées. Entraîné par le charme de mes anciennes croyances, et ambitieux désormais de repos et d'oubli, j'ai hésité longtemps à publier un travail dont l'opinion pourrait peut-être me rendre responsable. Et dans cette irrésolution, j'avais essayé de l'arranger, de l'adoucir et de le mettre en harmonie avec mes convictions personnelles. Mais à travers tout cela, un mécontentement intérieur me poursuivait, et j'en étais venu à comprendre les expiations des anciens pour apaiser les mânes. J'avais promis à Flora de recueillir et de publier ses dernières pensées. Et quel que soit mon éloignement pour telle ou telle de ses convictions, je ne devais pas m'en constituer le juge. Je lui rends donc le dépôt qu'elle m'a confié. C'est à son âme d'en répondre. Elle a été mon amie selon l'esprit, et pendant un temps, toutes ses croyances ont été les miennes. Pourquoi ai-je changé? Demandez au temps pourquoi tout change. Flora n'a pas changé de la même manière, mais elle est morte, ce qui est un changement bien plus complet et bien plus terrible. Or, voilà un fait qui me paraît protester invinciblement contre toutes les utopies de ceux qui rêvent la perfection sur la terre, la mort. Il philosophe, finalement, toutes les utopies n'ont-elles pas une fin ténébreuse, puisque nous sommes condamnés à la mort? Faut pas qu'elle soit totalement dans la lutte, faut qu'elle soit belle et chrétienne en majorité. Voilà le point de bascule. Je l'aime moins le fan fictionneur. Ouais, c'est un... Ouais.
C'est un constat triste, hein. Pas très très fiable et un peu couard, l'ami. C'est un mec lourd en fait, son pote à Flora. Ben, dis-toi, c'est son meilleur ami. Elle a pas trouvé mieux. C'est dire. Où est maintenant cette grande armée dont l'empereur était la tête et l'âme, et qui a ébranlé le monde sous ses pas? On en cherche, et l'on en trouve à peine encore quelques débris. Derrière elle, tout est mort, et l'empereur, où est-il? Que proclament donc les tombeaux, depuis les pyramides de Khéops jusqu'au Panthéon de Voltaire? Que la terre est un lieu de passage et que notre patrie est dans l'éternité. Ok? Un moment est donné à l'homme ici-bas pour mériter par le dévouement une éternité de liberté et de gloire. Putain, et la gloire. À aucun moment, la gloire n'est citée dans le livre de Flora Tristan. Et tu vois, lui, on sent que son pote, il vit à l'ère des romantiques. Parce que les romantiques, ils écrivent pour la grandeur. C'est la première ligne des romantiques, quoi. Devenir le plus grand des poètes, tu vois. Et c'est un commentaire qui est fait sur le texte de Flora Tristan qui, elle, ne se revendique pas du tout de ça. C'est gênant. L'homme est donc libre et ses actions déterminent sa destinée. Les animaux obéissent à des attractions fatales. Aussi ne parlent-ils pas. Et que dirait-il? La parole est impossible sans le jugement, car la parole, le verbe, n'est autre chose que l'énoncé d'un jugement. L'homme est donc pincé sur la terre comme un juge, et selon l'équité de ses jugements, il doit être jugé lui-même. Or, pour que son jugement ne s'égare pas, un type parfait lui a été donné, et ce type, c'est l'homme-dieu, Jésus. Le Christ est donc l'unique sauveur de l'humanité, et nous n'en attendons pas d'autre. Aussi ce type d'unité a-t-il produit d'abord l'Église hiérarchique, qui est une dans son chef et multiple dans les fonctions de ses membres. À l'époque du grand schisme, l'Église sauvée par la France est devenue essentiellement gallicane, et c'est dans le génie de la France qu'on retrouve de nos jours les vraies doctrines de l'association universelle. C'est ce génie français qui doit réagir dans un avenir prochain contre la force brutale du Nord alliée à la puissance industrielle de l'Angleterre. Il viendra un moment où il faudra choisir entre la suprématie religieuse du pape et celle du tsar. Mais le pape sera forcé alors, par la nécessité impérieuse des circonstances, d'adopter les idées françaises et de bénir la sainte alliance des peuples au nom de la religion et de la liberté. Alors, le premier peuple du monde, le peuple roi, sera le plus dévoué, comme du temps du Christ. L'homme qui s'est dévoué jusqu'à la mort a été salué comme le véritable homme-dieu et l'unique sauveur du monde. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que là, il parle de la guerre qui va opposer la France aux alliés du Nord, les Anglais, peut-être les Prusses, etc. Et il invoque Dieu dans l'implication potentielle qu'il va prendre dans ce conflit, alors que Flora Tristan n'a jamais parlé de guerre. Au contraire, elle parle de lutte, certainement pas entre frontières, entre pays qui se cachent derrière, qui se dressent derrière frontières, et elle n'a jamais parlé de guerre. Lui, il vient conclure sa postface là-dessus. C'est très bizarre, je trouve. Voilà mes espérances ou mes rêves. Et en attendant ce bel avenir, je vais me taire et prier à l'ombre de l'antique métropole où j'ai reçu, avec un non chrétien, l'eau mystérieuse du baptême. Mais je crois à la légitimité de toutes les expansions du verbe humain. Pardon. Et je n'ai pas... Pardon, c'est la fin. Mais je crois à la légitimité de toutes les expansions du verbe humain, et je n'ai pas cru devoir retenir captive la parole d'une amie qui n'est plus en ce monde pour s'en plaindre. Qu'elle me pardonne d'avoir ajouté quelques réflexions aux siennes, si dans le meilleur monde où sans doute elle s'en est allée, on sait quelque chose encore des traces qu'on a laissées ici-bas. C'était Alphonse Constant qui a postfacé le texte de notre ami Flora Tristan. Salut Daisuke. C'est un mec tout court. Le pape reste en France au lieu d'aller à Moscou voir le tsar. N'est-ce pas une stratégie de la bourgeoisie, substituer la revendication populaire par la guerre? Moi ça me fait penser à ça aussi. Je trouve ça assez malhonnête de conclure le récit d'une personne
qui essaye de transcender la notion de combat vers quelque chose de juste, de sacré, et d'un coup d'amener ce raisonnement vers et Dieu devrait être à nos côtés lors de la guerre qui nous attend contre les méchants ennemis du Nord. Mais non, faut le lire avec la voix de Francis Huster. Pourquoi tu me parles de Francis Huster? Que je ne peux pas saquer, by the way. Le pauvre, ils sont chiants les romantiques avec tout leur paraphrasage. La pauvre, oui. Excuse-moi Ferdi, as-tu un Discord pour savoir quand tu streams? Oui, oui. Si vous voulez être tenu au courant de quand je stream, et aussi, d'ailleurs, parce que j'en ai un peu besoin, que vous me suggériez des trucs pour faire des sujets de live, c'est sur le Discord que ça se passe, évidemment. Mais vous pouvez me retrouver sur Discord, sur Instagram, sur YouTube, tout ça, tout ça. Il comprend rien. Bon, pas grave, MDR. En ce moment, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je stream beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Alors, au cas où je mettrai cette vidéo sur YouTube, merci YouTube d'être resté avec nous jusqu'à la fin de la lecture commentée de ce texte, qui était très intéressant à bien des égards, très trouble parfois. Et je dois dire que même les incompréhensions dans lesquelles m'a plongé Flora Tristan, eh bien, m'ont finalement amené à apprécier devoir chercher à adopter une réflexion complexe plutôt que de me comporter comme un vase à remplir de connaissances avec une réflexion prémâchée pour tous les sujets de la vie. Je trouve que c'est important en fait d'avoir affaire à ce genre de texte qui dérange, qui t'interroge sur est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, est-ce que tu as bien compris ce que ça veut dire ou est-ce que tu crois comprendre parce que tu es biaisé et que tu n'accèdes pas réellement à la logique d'une phrase, etc. Je trouve que c'est important de se frotter à ce genre d'exercice. Donc merci Flora Tristan pour tout. Le mec, pour tout, pour qui tu es, qui tu as été. On se retrouve bientôt YouTube, à la prochaine.